m'appelle Isabelle. Et oui, et comme dans la chanson des Inconnus, j'ai des yeux bleus. Et comme je cumule, je suis née un 13. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui sont nés un 13? Merci, je savais qu'on était deux. Donc voilà, je suis née un 13. Mais après tout, c'est mieux que rien. Parce que, et je suis sûre que le monsieur qui est né un 13 aussi est d'accord avec moi, j'aurais pu ne pas exister. À la base, je n'aurais peut-être pas dû naître. Ma mère a failli faire 2 fausses couches. Une au début, une à la fin. Il faut croire que j'étais vraiment pas motivée pour cette vie. Métro, boulot, impôts, je vois vraiment pas pourquoi. Plus sérieusement, quand j'étais enfant, je me disais, si je ne devais pas être là, mais que je suis là, pourquoi donc suis-je là? Comme celui, hein. Ma réponse personnelle, c'est qu'il y a 2 raisons pour lesquelles je suis là. La première, c'est pour avoir le courage de vivre ma vie, de reprendre le pouvoir sur ma vie. Parce que bien souvent, avant même qu'on soit né, avant même qu'on ait compris les règles du monde et comment elles fonctionnent, quelqu'un, la société, a décidé ce qui était très bien pour nous, à notre place. Et donc moi, j'aurais dû être prof d'allemand à l'université. Il y a des profs d'allemand là, dans la salle juste. Schön, grüß dich. Donc il se trouve que moi, c'était pas vraiment ce que je portais. Ce que je voulais faire, moi, c'était changer le monde. Et même si je me souviens bien, c'était sauver le monde. Rien que ça. Et donc, je suis allée arracher la liberté, le privilège de choisir ma vie et ma voie. Et la petite voix qui m'habite, l'énergie qui est là, va m'emmener à 22 ans, à New York, au siège de l'ONU, comme correspondante de presse. Puis à Bruxelles, à la Commission européenne. Je voulais être diplomate. Je voulais toujours sauver le monde. Et puis, ce sont des choses qui arrivent. Je tombe amoureuse. Donc je reste en France et je cherche un travail. Et je me retrouve dans la banque. Et là, j'ai vécu la crise financière de l'intérieur, aux premières loges. Et au milieu du brouhaha de la crise, un frémissement, une lame de fond. Ça parle entrepreneuriat social, économie du partage, social business. Social business? On est en 2011 et Michael Porter, un des professeurs de management de Harvard, éminence de la place, va publier un article qui va faire date. En substance, il nous dit que les entreprises qui vont survivre au XXIe siècle ne sont plus uniquement celles qui vont faire de la marge et du profit, mais aussi celles qui sauront intégrer un impact positif, social et environnemental. Et pour moi, cet article est une révélation. Parce qu'on n'a plus besoin d'opposer l'économie et le social. Parce qu'on n'a plus besoin de choisir entre un train méchant qui fait du profit et un gentil qui veut sauver la planète. Et c'est à ce moment-là qu'émerge aux États-Unis le mouvement des B Corp. Les B Corp sont des entreprises qui vont décider d'intégrer dans leurs résultats financiers et comptables les incidences environnementales et sociales pour la communauté de leurs propres activités. Des entreprises qui ne veulent plus être les meilleures du monde. Des entreprises qui veulent être les meilleures pour le monde. Alors à partir de ce moment-là, ce que je lis la nuit sur l'économie circulaire, collaborative, durable, et ce que je vis le jour, va commencer à faire le grand écart. Alors bien sûr, en surface, tout se passe très bien. Je gérais des projets internationaux. J'avais des équipes sur 3 continents. Je gérais des budgets de plusieurs millions d'euros. Et j'adorais mes collègues. Seulement voilà, je voulais faire autre chose. Je voulais faire changer les lignes. Je voyais l'état du monde. Et je me sentais inutile, sans pouvoir, devant mes fichiers Excel à 42 onglets.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces petits jeux-là, qui sont des boîtes à cubes. En général, l'enfant doit faire rentrer un cube dans un trou en forme de cube. Sauf que l'enfant, parfois, décide qu'il veut faire entrer un rond ou une étoile dans le trou en forme de cube. Et il ne voit pas pourquoi les branches de l'étoile ne rentreraient pas. Et il ne voit pas pourquoi, parce qu'il a décidé que ça ne marcherait pas. Et bien, j'étais un peu comme ça. Tous les matins, pour aller travailler, je repliais soigneusement mes branches, mes 5 branches de petites étoiles qui vibraient de partout, pour essayer de rentrer dans mon tout petit cube tout carré. Et puis la journée, ça me démangeait. J'arrivais pas à rester bien pliée comme il faut. Moi, ce que je voulais, mes branches voulaient se déployer. Ça vous est déjà arrivé? Là, juste entre nous, là. Levez la main, ceux qui se sont déjà dit que leur travail n'était pas fait pour eux. Allez, soyez petits. En plus, je vais vous dire, vous êtes dans le noir. Donc de toute façon, vous pourrez toujours dire que c'est le voisin d'à côté qui a levé la main. Vous voyez? 9 Français sur 10 sont désengagés au travail. C'est terrifiant, non? Vous vous levez tous les matins à 6h30. Vous bravez le froid et la pluie, ou alors la chaleur et le soleil. Vous faites des heures de bouchons, de transport en commun, pour quelque chose qui n'a pas de sens pour vous. Pourquoi? Sérieusement, sincèrement. Pourquoi? Et donc un matin tout tranquille et serein, entre le « tu veux du café » et « tu peux passer le beurre s'il te plaît », je lâche ce que je voudrais vraiment faire. Et notez bien qu'au moment précis où je dis cette phrase, je n'en ai pas la moindre idée. Donc ce que je voudrais vraiment faire, c'est faire ce master en développement durable, parce que c'est là que sont formés les entrepreneurs du changement. Il reste de la confiture, la fraise, comme ça. Ma petite voix ou cette chose qui me porte, peut-être presque malgré moi, m'a emmenée. Sauf que c'était impossible. J'avais une carrière à mener, j'avais 2 enfants, j'avais un crédit, et puis j'étais quelqu'un de raisonnable. C'était impossible aussi parce que j'avais oublié un petit détail. J'étais enceinte. Et qu'à cela ne tienne, en plus de tout le reste, je vais passer des examens d'entrée. Et je vais me retrouver, en scène de plus de 7 mois, à l'oral d'admission. Je crois vraiment qu'ils ont eu un choc quand ils ont vu mon ventre entrer avant moi dans la salle. Et la question importante qu'ils m'ont posée, c'est « Est-ce que vous allez y arriver ?» Et sincèrement, de vous à moi, je ne pouvais pas garantir à 100% que j'allais y arriver avec mes 3 enfants. Mais pourquoi je n'y arriverais pas? Pourquoi on n'y arriverait pas? Et donc, je vends mon appartement, je déménage et je me retrouve, quelques mois plus tard, le jour de la rentrée, à conduire une voiture pour la première fois de ma vie, toute seule, à suivre des cours de compta analytique en anglais, à faire ma stratégie à 1h du matin en allaitant mon bébé. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aucune personne raisonnable ne se serait laissée embarquer dans une histoire pareille. Et pourtant, c'est la décision qui m'a le plus réconciliée avec moi-même. Et je ne savais toujours pas où je l'ai. Et donc, je me retrouve dans cette classe avec des étudiants qui veulent sauver le monde. Un Costa-Ricain qui veut faire de son pays le hub de l'économie circulaire. Une Indienne, mon amie Anou, qui veut s'occuper des conditions des femmes en Inde. Et moi, qu'est-ce que je peux bien faire, moi? Je ne suis pas ingénieure en énergie solaire. J'ai pas de projet humanitaire à l'autre bout du monde. Parce que mon truc à moi, ma responsabilité, c'est de tenir tous les bouts avec mes 3 enfants. C'est être là quand il le faut. C'est écouter les mots qui ne veulent pas sortir. C'est faire des petits plats bio. Alors, ma différence, celle que j'ai essayé de cacher pendant mon année étudiante, et peut-être pendant ma vie professionnelle avant,
ma spécificité, ma vérité, elle me saute au visage. Ce que je suis, moi, c'est une mère, c'est une maman bio. Parce que je suis peut-être née un 13, mais je suis Sagittaire et j'ai des grandes idéaux, moi. Et c'est comme ça qu'est né mon projet, Lovely Family, pour aider les parents au quotidien, par de bons conseils, pour faire du bien à leurs enfants et à la planète, en promouvant les initiatives de consommation responsable, en s'engageant avec des associations qui nous apprendront chaque jour les petits gestes qui font la différence. Et un jour, vous verrez, on sera une bicorp, nous aussi, ces entreprises qui changent le monde. Alors peut-être que vous vous dites, c'est encore un truc de ces écolos boubous. Peut-être, oui. Peut-être que non. Parce qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Alors peut-être que la pollution de l'océan n'est pas dans nos priorités quotidiennes. Mais le poisson qui était dans votre assiette ce midi et qui a mangé le plastique, il est où maintenant? Plus de la moitié des vertébrés ont disparu depuis 40 ans. Alors je vous le demande, d'après vous, qui est le prochain sur la liste? Les chercheurs américains ont tiré la sonnette d'alarme cet été en disant que finalement, aux États-Unis, les substances chimiques impactent sur le développement du cerveau des enfants. Un enfant sur 10 présente des troubles du développement. C'est 17% de plus qu'il y a 10 ans. 87% des cosmétiques en Europe contiennent des substances qui sont potentiellement à risque élevé pour la santé des enfants. Donc en fait, on s'empoisonne. Et cette cause-là, c'est la cause que je veux défendre. Pour moi, elle est fondamentale. Parce que c'est concret, parce que c'est tous les jours et parce que ça concerne chacun. Et donc, ça commence chez soi, devant une couche lavable qui sent presque la rose. Et tous ces petits gestes qu'on fait tout seul, et on se dit que finalement, ça ne change pas grand-chose, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est justement parce que ça a l'air de rien qu'il faut le mesurer, le valoriser. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec des outils diagnostiques, des défis environnementaux. Et là, vous dites, non, elle ne va pas nous faire le coup de « vous êtes tous des super-héros du quotidien ». Je vous rassure, celle-là, je ne vais pas vous la faire. Et donc, ma révolution, c'est la révolution des petits gestes. Un exemple, si vous voulez me faire plaisir ce soir, vous allez nettoyer votre boîte mail. Un vieux mail, c'est de l'espace de stockage dans un data center. La moitié de l'énergie d'un data center, c'est de l'électricité pour la climatisation, parce que le data center surchauffe toute la journée. Un petit mail à effacer, vous me direz, ça ne fait pas grand-chose. Mais si on est 10 000, si on est 1 million, vous voyez la différence. Parce que vous savez quoi? Vous êtes tous des super-héros du quotidien. Et donc, c'est une révolution douce, parce que jeter, cliquer, recycler, manger sont devenus des actes politiques, voire géopolitiques. Nos choix de consommation sont des décisions citoyennes. C'est le nouveau pouvoir du consommateur, de vous, de moi. Si on reprenait le pouvoir, et si le pouvoir changeait de main? Après tout, la loi du business, c'est que le client est roi. Et le client, c'est nous. Donc on arrive au moment où il faut qu'on se demande, Internet n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen. Et quelle finalité sociale et politique voulons-nous lui donner? Pour moi, j'ai décidé de le mettre au service des causes que je veux défendre. Alors aujourd'hui, j'ai créé ma start-up pour les parents, basée sur des valeurs environnementales, pour la consommation responsable. J'ai créé ici une association pour promouvoir les femmes dans le digital et les accompagner. Parce que je suis convaincue que le digital est une chance pour les femmes et pour les mères. Et puis tout mon parcours dans la banque, j'essaie de le mettre au service de l'économie locale, en rejoignant le conseil d'administration d'une banque sociétaire, avec un groupe de travail qui essaye de voir comment on pourrait détecter en amont les difficultés des petites entreprises avant qu'elles fassent faillite. Et puis pour la première fois de ma vie, je cherchais mes enfants à l'école. Alors j'ai fait tout ça pour me retrouver là. Je pensais que ce serait un pas énorme. Je pensais que c'était un fossé. Et en fait, je me suis juste retrouvée
un peu plus moi. Alors j'avoue, j'aurais vraiment aimé pouvoir me prendre pour Gandhi ou Nelson Mandela. Le problème, c'est que c'était déjà pris. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, là où j'étais. Et donc je me dis, si je ne devais pas être là, mais que je suis là, vous suivez toujours, hein? C'est peut-être qu'il y a une bonne raison pour que je sois née ce 13-là. Parce que je suis née un 13 décembre. Parce que le 13 décembre, chez les Suédois, c'est le jour de la lumière. Il y en a d'autres le 13 décembre, hein? Et donc, peut-être que c'était la vie qui voulait vivre en moi. Peut-être qu'on a chacun quelque chose d'unique à apporter au monde. Quelque chose que nous seuls portons. Quelque chose que vous seuls portez. Et c'est la deuxième raison pour laquelle je suis là. Peut-être que ce qui nous fait peur, disait Marianne Williamson, ce n'est pas d'échouer. Peut-être que ce qui nous fait vraiment peur, c'est notre propre lumière. C'est ce que ça changerait vraiment dans nos vies. Alors maintenant qu'on se connaît bien, je voulais vous demander, c'est quoi votre lumière à vous? Qu'est-ce qu'elle dit, votre petite voix? Où est-ce qu'elle vous emmène? Et surtout, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Alors vous savez ce qu'on va faire? Ce que je vous propose, c'est que ce soir, en sortant, vous décidiez du premier pas. Celui qui a l'air de rien, mais celui qu'il faut bien poser, sans lequel tout le reste ne pourrait pas commencer. Parce que vous avez le pouvoir et que le monde vous attend.